Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 12 janvier 2025, dimanche 12 janvier. Ouais, je m'excuse, j'ai pas réussi hier. Bref, donc voici le point de situation de ce qui s'est passé sur cette semaine qui était quand même globalement vachement intéressante sur les marchés financiers en Suisse et dans le monde. Très belle semaine du marché suisse, faut-il le signaler. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu au moins 4 journées consécutives de hausse sur le marché suisse. Point numéro 1, un des premiers sujets qui revient encore une fois cette semaine, c'est l'investiture de Donald Trump. Que va-t-il nous faire le 21 janvier? Que va-t-il nous faire au lendemain d'avoir prêté serment? Le président élu, oui, ça fait très biblique quand même. Le président élu a donc raconté beaucoup de choses dans sa campagne électorale et le marché aujourd'hui se pose beaucoup de questions sur ce qu'il va réellement faire. On sait déjà qu'il devrait attaquer directement avec la thématique des tarifs douaniers pour mettre tout le monde d'accord. Ensuite, il devrait annoncer quelque chose au niveau des cryptos. On parle bien sûr d'un fonds stratégique en Bitcoin et consorts. Et puis, il devrait certainement annoncer quelque chose sur l'énergie. Reste à savoir quoi. Et pour le reste, tout reste ouvert. On sait aussi qu'il devrait y avoir des commentaires au niveau de la dérégulation, surtout pour les banques, et bien sûr, des baisses d'impôts. Alors, pour être honnête, on ne sait strictement pas ce qu'il va faire. Personne ne sait, enfin, mis à part peut-être Elon Musk, mais depuis le début de la semaine, tout le monde a une opinion et le marché bouge beaucoup par rapport aux attentes de ce qui pourrait éventuellement se dire le 21 janvier. Que de la spéculation pure. Il y a d'ailleurs le Washington Post qui a publié un article qui dit que selon les sources proches du dossier, 4 sources proches du dossier, ça rigole pas, Trump ne devrait pas être aussi agressif que ça au sujet des tarifs douaniers. Ça a d'ailleurs permis au marché européen de vivre une très belle séance de hausse en se basant sur cet article uniquement. Je crois que c'était mardi, un truc comme ça. Trump a démenti, déclaré que l'article était un ramassis de conneries, mais le mal était fait et l'Europe était montée pour fêter ça. En gros, l'arrivée de Trump, c'est un gros sujet pour les marchés financiers. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire, encore moins ce qu'il va dire, et ni comment les marchés vont réagir, ni quelles seront bien sûr les conséquences, mais c'est pas grave parce qu'on a tous un avis dessus et ça aura donné lieu à pas mal de discussions sur le sujet. Tenez, ça fait 2 minutes 47 que j'ai commencé la vidéo et puis j'en sais pas plus que les autres. Au point 2, on retiendra l'inflation en Allemagne qui était annoncée à 2,6% ou 2,9%, ça dépend si on regarde le core CPI ou le pas core CPI. Et d'ailleurs, on s'en fout un peu parce que là, tout de suite, ce qui intéresse les marchés, c'est de dire et de voir que l'inflation repart à la hausse en Allemagne. Ce qui tendrait à vouloir dire que l'économie va un peu mieux. Alors dire que l'économie va un peu mieux, ça c'est la version qui fait plaisir. Parce qu'on a l'inflation qui monte, on est tout content et on se dit ouf, les gens dépensent, donc ça repart. Ouais, c'est vrai, sauf que l'inflation repart, ça c'est sûr, mais pour l'instant, on n'a pas la moindre preuve que l'économie, elle repart. Alors autant vous dire que si l'économie germanique venait à nous montrer le moindre signe de faiblesse ces prochaines semaines, entre l'inflation qui repart à toute vitesse et l'économie qui se traînerait, eh ben on aurait une grosse croissance molle et une inflation forte. Et une croissance molle plus une inflation forte, économiquement parlant et mathématiquement ainsi que physiquement et psychologiquement parlant, ça donne tout simplement une stagflation. Et ça, croyez-moi, vous n'avez pas du tout envie que ça arrive. Enfin, pour l'instant, on croit encore au fait que l'économie allemande va soudainement vachement mieux. C'est sans doute dû à tous ces gens qui se sont fait licencier dans l'industrie automobile et la chimie qui ont dû dépenser leurs primes de licenciement pour relancer l'économie par sympathie et par soutien à la gauche allemande. Au point 3, on parle et on reparle encore de la Chine, encore et encore. La semaine qui vient de s'écouler nous a montré que les chiffres économiques et qui laissent tout s'entendre et tout supposer à la fois. D'un côté, on devine des signes d'amélioration, mais de l'autre, on sent bien que l'immobilier, c'est toujours dans le coma. Donc la partie n'est pas encore tout à fait gagnée et le gouvernement chinois va devoir trouver des moyens pour relancer la confiance, l'économie et tout ça le plus rapidement possible. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement n'a peut-être pas peur de perdre son job, contrairement à d'autres pays, puisque le peuple n'a rien à dire de toute façon. Mais quand même, du point de vue international,
ça la fout mal un petit peu quand même, donc il faut qu'ils trouvent une solution. Et puis, en Chine, on a quand même vu les chiffres excellents de Foxconn qui étaient super bons. Foxconn, le plus gros fournisseur d'Apple, a annoncé un bond de 42% de ses ventes en décembre, qui lui permet d'ailleurs d'atteindre une hausse de ses revenus à plus de 10%, donc sur l'ensemble de l'année 2024. Tous ces bons chiffres constituent un record absolu pour Foxconn. Tout le secteur des semi-conducteurs et de la tech a pété à la hausse en début de semaine à cause de ça, en disant que si Foxconn va bien, c'est que tout le monde va bien, et surtout la tech, surtout les gens qui achètent des iPhones. Donc voilà, et puis la Chine, c'est aussi le luxe. Durant toute la semaine, et faites-moi confiance, c'est pas prêt de s'arrêter. Chaque fois que la Chine a fait mine de repartir à la hausse, tout le monde s'est jeté sur Hermès, LVMH, Kering et Richemont. Ça en devient presque mécanique. Sauf qu'un jour, il va quand même falloir délivrer un peu de concret. Je sais pas moi, une augmentation du volume passager sur les vols Paris-Pékin ou Pékin-Paris, ou plus de queues devant les magasins de chez Bernard Arnault. Au point 4, en Suisse, l'inflation a marqué le pas en 2024. Malgré les hausses de loyer et les prix de l'électricité, elle se situe à 1,1% en moyenne annuelle. C'est quand même vachement moins drôle qu'à l'étranger. Il y en a vraiment point comme nous. Pour 2025, la Banque nationale suisse anticipe une inflation à 0,3%. Le SECO s'attend à la même chose, 0,3%, alors que le COF, eux, ils anticipent 0,5%. On sent que ça va être passionnant, le sujet de l'inflation en Suisse. Au point numéro 5, l'emploi aux USA. Alors cette semaine, on a eu un wagon de chiffres sur l'emploi américain, un thème qui est hyper important, puisque si c'est trop faible, on parle de récession, et si c'est trop fort, on parle de retour de l'inflation. Il faut donc noter que pour ce qui est de l'emploi, il n'y a pas vraiment de juste milieu en ce moment. C'est ou c'est génial ou c'est vraiment tout pourri. Alors cette semaine, on a déjà commencé la semaine avec les JOLTS, qui étaient meilleurs que les attentes, et qui poussaient les investisseurs à se dire « Oups !» Oulala, l'inflation va revenir et on ne verra pas de baisse de sitôt aux États-Unis. Ensuite, on a eu les chiffres de l'ADP qui étaient un peu plus faibles que les attentes et qui redonnaient un peu d'espoir puisque certains osaient dire que finalement, à la place de l'été 2025, peut-être qu'on pourrait même avoir une baisse des taux en juin 2025. Et puis 3 heures après, on a eu la publication des minutes du FOMC meeting. Alors là, ça a mis tout le monde d'accord. Et là, on comprenait assez rapidement que les gens de la Fed étaient terrorisés par l'inflation et que le mois de juin, pour baisser les taux, on allait pouvoir se l'accrocher derrière les oreilles. Et puis vendredi, il y a eu les NFP. Alors au cours du dernier mois de 2024, 256 000 emplois ont été créés, soit plus qu'en novembre, où on avait créé 212 000 emplois. Le chiffre de novembre a été revu à la baisse, comme à chaque fois qu'ils publient des chiffres parce que les autres étaient bidons. Donc l'estimation du mois de novembre avant était à 227 000 emplois. Mais ces chiffres restent néanmoins supérieurs aux données du mois d'octobre, donc tout va bien. En plus, le taux de chômage a baissé à 4,1% alors que la Fed l'attendait à 4,2% et que le marché l'attendait à 4,2% pour le mois de décembre. Les chiffres sont excellents et ça montre que le gouvernement Biden a quand même fait un super boulot en 2024. Il place la barre très très haut pour Trump et cela démontre qu'avec une économie pareille, il n'y a aucune raison de baisser les taux plus en avant. Alors dans la foulée, le rendement du 10 ans s'est envolé à près de 4,76% et la plupart des banques d'affaires américaines ont révisé leurs prévisions de baisse des taux pour 2025. Bah oui, pas folle la guêpe. Goldman Sachs révise à la baisse, ils anticipent uniquement 2 baisses de taux cette année et pas avant juin 2025. Chez Bank of America, on parie sur le fait que les taux ne baisseront pas du tout en 2025 et pire, les hausses sont plus probables que les baisses. Et chez JP Morgan, révision à la baisse également, mais 2 baisses de taux en 2025 et à partir de juin, tout comme Goldman Sachs. Et Citigroup, les baisses de taux devraient commencer en mai 2025, mais retardées par rapport à janvier 2025, ce qui était attendu à la base chez Citi. Visiblement, c'est plus l'inflation qui est transitoire, mais c'est le pivot de la Fed qui est devenu transitoire. Et encore, on n'a pas vu les chiffres du CPI et du PPI qui vont nous tomber dessus la semaine qui arrive. En résumé, la semaine avait bien commencé, mais elle se finit un peu dans le pâté, et même la tech qui avait pourtant cartonné lundi et mardi se retrouve dans le doute. Sur cette semaine qui se conclut sur une magnifique baisse des indices américains, on peut déjà se dire que l'inflation et l'investiture de Trump seront les axes principaux de la semaine qui nous attend. Ça est le début de la saison des publications trimestrielles. Sur les performances de la semaine, alors vous voyez que le pétrole repart à la hausse, il fait froid. Il y a une petite crainte au début de semaine comme quoi ça pourrait finalement baisser, mais non, on est reparti quand même à la hausse.
L'Italie qui termine la semaine plutôt pas mal. L'or qui prend 2,27%, forcément on parle d'inflation. Le CAC 40 qui prend 2%. Le DAX qui prend 1,55%. Le SMI qui prend 1,44%. On voit que cette semaine était quand même une belle semaine pour les marchés européens, puisque de l'autre côté, c'est moins drôle. Vous voyez, en passant par le bas, bon, le Bitcoin, qui est l'indicateur d'appétit au risque aux États-Unis, s'est fait démonter, moins 3,8%. Le Hang Seng est en baisse de 3,5%. Merci la Chine. Et le SOX, moins 2,44. Le Nasdaq, moins 2,34. Le S&P 500, moins 1,94. Bon, il faut dire que la plupart de la baisse sur les indices américains se sont faits le vendredi après les chiffres de l'emploi qui ont fait comprendre à tout le monde que la baisse des taux, c'était déjà plus qu'un souvenir et qu'on a eu que quelques mois finalement pour en profiter aux États-Unis. Comme il y en a point comme nous, voici les performances de la semaine sur le marché suisse. Donc Richemont qui prend 3,17%, ABB qui prend 0,18%, plus 4,5% sur Logitech qui a profité du mouvement de la tech aux États-Unis. Les taux d'intérêt mettent un peu la pression sur les assurances. On voit Zurich et Swiss Life qui sont en baisse. Vous avez Roche qui a vécu une très belle semaine, ainsi que Lonza et ainsi que Novartis qui ont tous plutôt bien vécu la chose. On notera également l'UBS qui a cartonné 64% de hausse sur la semaine. UBS qui a été upgradé par plusieurs banques durant la semaine et qui s'établit visiblement de manière durable au-dessus des 30 francs suisses. Donc voilà, globalement, une belle semaine sur le marché suisse quand même, et un réveil des deux gros pharma qui ont vécu une très très belle semaine, sans pour autant qu'il y ait énormément de nouvelles du côté des pharmaceutiques. Du point de vue technique, alors voici le graphe du SMI. Alors vous voyez la séance de hausse, enfin les quelques séances de hausse qu'on vient de s'aligner en Suisse depuis c'était quoi? C'était depuis la fin de l'année là. Là, on était encore à cette époque-là, le 20 décembre. Et depuis le 20 décembre, on est passé de 11 280 sur le SMI à une clôture à 11 800 quand même. Alors, on a frisé quand même les 12 000 à un moment donné. Mais vous voyez qu'on termine pile poil sur notre fameuse moyenne mobile des 200 jours qui va faire office de juge de paix pour la semaine prochaine. Mais en tous les cas, vous voyez qu'on est nouveau dans ce range descendant, toujours dans ce range descendant, et qu'on est remonté jusqu'en les hauts du range. Donc assez logiquement, quelques prises de profit en fin de semaine sur le SMI. Là, ça commence à être un tout petit peu plus moche du côté américain. Vous voyez que notre triangle ascendant a été invalidé pour l'instant puisqu'on clôture en dessous de l'ancienne résistance. Plusieurs fois, on s'était basé là-dessus. Bon, vous voyez qu'on peut faire des exagérations à la baisse. Et pour l'instant, là, on s'était retourné. Là, on s'était retourné. Et là, on finit la semaine en baisse. Alors attention, parce que potentiellement, si ça continue à taper dessus, on peut rapidement aller chercher la moyenne mobile des 200 qui se situe au niveau des 5593 pour l'instant. On a un croisement des moyennes mobiles à court terme, 20 jours et 50 jours, donc un petit signal de faiblesse à très court terme, de tendance court terme baissière sur le S&P 500. Attention quand même ces prochains temps. Vous le savez, on a une grosse semaine au niveau de l'inflation qui nous attend. On a tous compris que les taux n'étaient pas prêts de baisser aux États-Unis. Mais si l'inflation faisait mine de repartir, autant vous dire qu'on risque de commencer à parler plus de hausse des taux que de baisse des taux. Donc attention, n'oubliez pas qu'une grande partie de la hausse de ces derniers mois a été faite principalement par le fait, justement, qu'on s'attendait à des baisses des taux. Et si là on commence à s'attendre à des hausses des taux, il pourrait y avoir un double effet qui se coule dans l'autre sens. Le Nasdaq, pareil. Tendance intermédiaire qui a été cassée, la moyenne mobile des 50 jours qui a été se faire péter la figure en fin de semaine. Vous voyez là aussi que les moyennes court terme sont en train de se croiser. Donc attention au changement de tendance. On a une tendance qui est en train de se dessiner sur le Nasdaq. Alors évidemment, ce n'est pas les tendances long terme qui se dessinent. Heureusement, on est quand même relativement faible au niveau des stochastiques. Mais on ne sait jamais, il pourrait y avoir un peu de pression ces prochains temps. Les indices qui vont bien, qui sont increvables, le DAX, le DAX c'est juste impressionnant. Quand on entend ce qu'on entend au niveau de l'inflation, tout ce que je vous ai dit, franchement, on voit que pour l'instant, on a quand même de la peine à passer les plus hauts de tous les temps. Il y a quand même une résistance dans cette zone des 20 400. Mais pour l'instant, le DAX est super solide. Et encore une fois, je suis complètement bluffé de voir le DAX à ces niveaux. Et quand on voit ce qui est en train de se passer en Allemagne, je me répète, je sais, semaine après semaine, jour après jour, je ne comprends pas pourquoi le DAX est aussi fort dans l'environnement économique dans lequel il est. On dit toujours que effectivement les bourses représentent l'économie. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les bourses représentent quoi que ce soit. La France qui se bat toujours avec son range latéral, pas grand-chose à signaler. Belle semaine sur la France qui a été sauvée, on va dire, par rapport au lundi, mais depuis, on hésite sous la moyenne mobile des 200 jours. Vous voyez que c'est pas facile de passer en dessus. Une cassure à la baisse n'est pas à exclure, mais il faudrait vraiment qu'on arrive rapidement à monter.
Et là aussi, ça dépendra un peu des chiffres de l'inflation. La France qui, elle aussi, publiera ses chiffres de l'inflation la semaine qui arrive. Notre ami le pétrole, alors ça fait des semaines que je vous dis attention à la moyenne mobile, attention à la cassure de la tendance baissière, c'est faire, hein. La tendance baissière a été cassée. Il y a un truc qui est en train de se passer sur le pétrole. Il faudra faire attention. Si on continue à s'établir là-dessus, ça risque d'aller très très haut, beaucoup plus haut. On a la potentialité d'aller chercher en tout cas les 78,30, puis après les 80 $. Si on va dans cette direction-là, autant vous dire que ça risque de faire bobo à ceux qui commencent à calculer les prix de l'inflation pour dans un mois. Puisqu'on parle d'inflation, eh bien, vous voyez que l'or fait son grand retour cette semaine. Vous voyez que la tendance baissière dans laquelle on était en train d'essayer de s'établir, eh bien, pour l'instant, on est en train de recasser à la hausse. Prochain objectif, 2725 sur l'or. Et puis, si on casse, on ira de nouveau chercher les plus hauts historiques. Alors, vous l'avez vu, lu et entendu, et 10 fois ou 20 fois dans cette vidéo, eh bien, l'inflation devient le gros problème. Et autant vous dire qu'on va parler la semaine prochaine beaucoup de cette thématique qui revient extrêmement à la mode en ce moment. Et puis un graphique qu'il faut absolument voir, je vous parlais de ça la semaine dernière, un double top or not double top, c'est le rendement de 10 ans américain donc qui a cassé ses anciennes résistances au niveau des 4,75, donc attention, de ce côté-là ça pourrait accélérer encore, tout le monde parle déjà d'aller chercher les 5, et on a vu des massives inflows dans tout ce qui était money market fund, donc de plus en plus de gens sont en train de se jeter dans cette opportunité d'avoir des rendements à 5% sur le 10 ans américain. Donc attention, ça peut être très 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 moche. On a vu déjà le 20 ans américain qui a passé l'autre jour au-dessus des 5% de rendement. Donc quelque chose est vraiment en train de se passer au niveau obligataire. Et là, on rentre dans une zone où on va nous parler très rapidement de rotation, c'est-à-dire que les gens qui vont vendre les actions pour aller se mettre dans les obligations avec des rendements pareils. On attaque le sujet des vedettes de la semaine et on commence avec Julius Baer. Julius Baer a retenu l'attention la semaine dernière après avoir annoncé la cession de ses activités au Brésil dans un effort d'optimisation de son ratio de fonds propres. Julius Baer Brésil Gestão de Patrimônio et Consultoria de Valores Mobiliaros sera cédé à Banco BTG Pactual, c'est plus facile à dire ça, pour 615 millions de reals, soit 91 millions de francs suisses. Le groupe engage une profonde réorganisation et c'est ce qui faisait plaisir au marché la semaine dernière, sachant qu'il y a un nouveau directeur général qui arrive tout soudain chez Julius Baer. Vous voyez que ça a bougé dans tous les sens. L'annonce avait fait monter le titre jusqu'au top, là, au niveau des 60. On est revenu un petit peu, mais pour l'instant, pas grand-chose à dire. On voit au moins que Julius Baer fait des efforts pour aller dans la bonne direction. La tendance haussière est toujours bien disposée. Il faudra regarder si vraiment ça continue à être un petit peu faiblard au niveau des 58 3 quarts. Il y aura peut-être un truc à jouer pour rester dans cette tendance haussière sur Julius Baer. Chez Kouros, le concepteur de substituts osseux a signé un accord avec un spécialiste, le spécialiste américain des dispositifs médicaux Medtronic, pour la distribution d'un matériau de greffe osseuse, ça s'appelle le Magneto, ça n'a rien à voir avec les X-Men. Les détails financiers du partenariat n'ont pas été dévoilés, mais ça a fait beaucoup de bien à Kouros. Vous voyez que l'effet d'annonce sur le graphique a été relativement spectaculaire. On ne va pas en retirer grand-chose sur ce que ça veut dire au niveau technique, mais en tous les cas, vous voyez que ça a bien monté sur l'annonce, puisque l'annonce aura fait monter de 20% le titre qui ensuite a continué à traiter dans son range à haute altitude. Donc, grosse et bonne nouvelle entre Kouros et Medtronic. Chez Partners Group, c'est Deutsche Bank qui leur fait beaucoup de bien, puisqu'ils recommandent l'action de Partners Group, il la passe de hold à buy, et la banque a fortement augmenté l'objectif de cours qui passe à 1470 contre 1230 auparavant. Selon Deutsche, l'année 2025 pourrait marquer le début d'une phase de reprise sur plusieurs années pour le capital investissement, donc ce sera extrêmement favorable pour Partners Group. Et vous voyez que le titre a fêté ça comme il se doit, puisque la semaine aura été plutôt pas mal pour Partners Group. Je dirais même que depuis le 20 décembre, c'est plutôt pas mal, puisqu'on est passé de 1194 à 1330 sur Partners Group. Donc ça va plutôt pas mal dans cette direction, et ça continue de monter tranquillement, et de plus en plus de commentaires positifs sur la boîte. Donc ça, c'est encourageant. D'un point de vue technique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est surtout sorti de cette espèce de grande consolidation latérale. Quelque chose est en train de se passer. On est allé casser les récents plus hauts qu'on avait en mars, qui étaient autour des 1300 et des poussières. Et là, on est juste un poil en dessus. Donc,
c'est plutôt pas mal si on arrive à démarrer quelque chose de nouveau. Et donc, si Deutsche Bank a raison, on a encore en tout cas 150, 170 balles à faire sur Partners Group. Roche a vécu une très belle semaine. Il y a eu plusieurs annonces, mais entre autres, ils ont déjà annoncé le rachat de 66,1% du capital de Poseida Therapeutics dans le cadre d'une offre de rachat qui a été lancée mi-décembre. Ce n'est pas une nouveauté. La boîte deviendra une filiale du groupe Balois et ses actions seront décotées du Nasdaq. Et puis, alors là, c'est l'annonce de la semaine sur Roche. La FDA a homologué le scanner à coupe Ventana DP600 de Roche. Une autorisation qui vient se greffer, bien sûr, on le sait tous, sur celle qui a été obtenue en juin 2024 pour le système Digital Pathology DX, qui comprenait une précédente version du Ventana DP600. On se sent beaucoup mieux avec ce genre d'annonce, et d'ailleurs, ça s'est très très bien passé pour Roche durant la semaine. Alors, je vous rassure, aucune des deux nouvelles que je viens de vous citer n'a le moindre rapport avec la hausse du bon Roche. Je crois simplement que c'est juste un effet de base avec l'indice global qui fait que le bon Roche retrouve des couleurs. Alors, ça fait du bien, ça fait du bien parce qu'on est presque en train quand même de créer une dead cross sur le bon Roche. Ici, on le voit quand même, mais on voit que là, finalement, le titre est en train de repartir. Enfin, bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge, on est bien d'accord, mais les choses vont mieux sur le bon Roche. Et quand on regarde que finalement, là, on est en haut du range, alors ce serait un peu surprenant qu'on arrive à tout casser la semaine prochaine, mais en tous les cas, vous voyez que dans cette tendance descendante, on est revenu en haut du range. Donc maintenant, il va falloir voir si, est-ce qu'on arrive à rebaissoter un peu, peut-être jusqu'à la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours aussi, c'est la même de toute façon, et nous permettre de rebondir à partir de là pour casser à la hausse, enfin. Ou alors est-ce qu'on va de nouveau faire un nouveau plus bas qui confirmera la tendance baissière qui pourrait durer encore un petit peu. On est sur une zone pivot, un peu comme pour l'inflation, sur le bon Roche. Mais en tous les cas, on a vécu enfin une belle semaine. Et j'ai envie de dire que pour ceux qui ont eu le courage d'acheter sur le bas du range, aujourd'hui, il y a de quoi prendre quelques profits parce que je pense quand même qu'à très court terme, ça va être plus compliqué de casser. Néanmoins, cette résistance sera intéressante à surveiller. Maintenant, en vrac, on peut parler de Basilea qui a fait part d'une augmentation des ventes de l'antifongique Cresemba. Là, elles se sont élevées à 533 millions de dollars entre octobre 2023 et septembre 2024. C'est une croissance de 20%. Chez Gurit, on a annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement à long terme avec le fournisseur de matériel de bureau Genesis Product aux États-Unis. Aucun détail sur le coût et ce que ça représente financièrement au niveau de l'opération. Comax a pris fin 2024 une participation de 5% dans le chinois Changchun E-Plus Technology. Les détails financiers, là non plus, n'ont pas été divulgués. Polypeptide veut doubler les capacités de synthèse de son site de Malmö et a annoncé un investissement de 100 millions d'euros. C'est tous des mouvements qui ont été assez erratiques sur le marché. Et puis, on notera bien sûr Adecco. On a beaucoup parlé d'Adecco, on a entendu beaucoup de choses sur Adecco. Tout le monde downgrade le titre, plus personne n'aime le travail temporaire et tout le monde tire dessus. La semaine dernière, Deutsche Bank et UBS en tête, ils ont downgradé. Résumé, semaine pourrie pour Adecco qui termine une année bien pourrie aussi. Et puis le chimiste de la construction Sika a vu son chiffre d'affaires qui a augmenté l'année dernière, qui ont été surtout portés par l'acquisition de MBCC, mais pénalisés en revanche par une activité en demi-teinte dans le secteur de la construction et à cause du franc suisse qui est un peu trop cher. Mais les objectifs ont été confirmés, c'était quand même une bonne semaine pour eux. Le laboratoire Cosmo Pharmaceutical a presque triplé ses revenus l'an dernier, grâce notamment à son partenariat étendu avec le spécialiste américain Medtronic, là encore. Et puis, la société immobilière Intershop voit ses perspectives pour l'année dernière avec un plus grand optimisme que ce qu'ils avaient prévu avant, surtout grâce au succès sur des ventes d'immeubles. Et en parallèle, des acquisitions ont été effectuées, ce qui devrait à court terme permettre de soutenir une certaine croissance. Et puis, le laboratoire Neuron a confié en Corée du Sud la poursuite du développement de la production et de la commercialisation de son médicament expérimental contre la schizophrénie. Il y a également Stadler Rail qui a obtenu une commande des chemins de fer du Jura pour un montant de 4,3 millions de francs suisses. Ils vont leur fournir une nouvelle installation de sécurité pour la ligne qui relie Tavannes à Noirmont. Là, on est dans la finance internationale. Et puis, l'équipementier de laboratoire zurichois Tecan a vu ses ventes fortement reculer en 2024 à cause principalement d'une réduction des dépenses dans le secteur biopharmaceutique et à la faiblesse du marché chinois. Et oui, encore eux, la marge opérationnelle pour l'année écoulée a cependant été confirmée, ce qui permettait au titre de moins mal s'en sortir.
Bon, à la fin, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, mis à part les chiffres de l'emploi de vendredi, le SMI a vécu enfin une belle semaine entraînée par les deux pharma qui ont cartonné. Du côté de Nestlé, Barclays l'a encore mis sur sa liste des 25 idées de l'année, mais tout le monde s'en fout. Nestlé, c'est un peu le paria du marché suisse pour l'instant. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine qui aura été quand même tronquée par un jeudi férié à cause de Jimmy Carter et conclu dans le rouge à cause de l'emploi qui va trop bien aux USA. Même si on notera quand même qu'au total, 761 358 suppressions d'emplois ont été enregistrées aux États-Unis en 2024. C'est le chiffre le plus élevé depuis la pandémie de 2020. Et les suppressions d'emplois annoncées aux États-Unis ont augmenté de 5,5% par rapport aux 721 677 enregistrés en 2023. Covid mis à part, on notera donc qu'il s'agit du plus grand nombre de suppressions d'emplois sur une année depuis 2009. Pour le seul mois de décembre, les suppressions d'emplois annoncées par les employeurs américains ont augmenté de 11% par rapport à l'année précédente pour atteindre 38 792 licenciements. Les entreprises tech ont été clairement importantes là-dedans puisque ça représente 18% de l'ensemble des annonces de l'année 2024. En gros, le nombre de licenciements aux États-Unis est historiquement élevé. Mais par contre, on est très content parce que les NFP, elles étaient trop bonnes vendredi et ils sont trop forts, l'équipe à Biden. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne les garde pas 4 ans de plus. Cette semaine, on va parler d'inflation puisqu'il y aura le CPI et le PPI aux USA, mais aussi en France et en Europe. Puis il y aura les retail sales aux USA et le PIB chinois ainsi que le trade balance chinois. Je pense que ça va chauffer sévère dans nos cerveaux cette semaine, histoire de voir si on doit être content parce que l'économie va bien et que l'on va plus baisser les taux, ou si on doit être pas content parce que l'économie va bien et qu'on va pas baisser les taux. Voilà, bon dimanche à vous. Désolé de n'avoir publié que ce matin, mais j'ai pas eu le temps d'hier. Et oui, j'ai aussi une vie. Je dois faire les courses, le ménage un peu, enfin tout ça. Bref, passez un excellent dimanche quand même. Et on se voit demain pour un nouveau Morning Bull live. En attendant, inscrivez-vous à la chaîne Suisse Côte en français, likez, partagez, commandez, etc. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien rater de la suite. Et moi, je vous vois demain. Allez, bye bye!